Bon, Carême, Ouais. bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais essayer de partager mon écran. Avec nous et on t'accueille avec le grand plaisir. Nous Merci. t'écoutons. Le plaisir va dans l'autre sens aussi. Merci pour l'invitation. Moi, je vais essayer. Je sais que tout le monde est fatigué et j'ai vu le nombre de participants là qui est en train de diminuer. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, d'autant qu'il y a des choses que j'allais dire qui ont été déjà dites. Donc, je vais essayer de ne pas redire les mêmes choses. J'aime bien cette image du médecin ou du chirurgien qui oscille entre le paradis et l'enfer concernant les recommandations de pratique clinique. Est-ce que c'est vraiment le démon ou est-ce que c'est la chose qui va sauver nos pratiques, qui va améliorer les résultats de notre chirurgie? Le plan est en 3 points. Je vais vous citer quelques données chiffrées. Ensuite, un constat qui rejoint un peu ce qu'a dit Hubert Joannet, un peu, et des propositions, des réflexions pour des solutions pour que les recommandations aient un impact sur nos pratiques. Ça, c'est un constat que nous connaissons tous un peu, c'est qu'il y a de plus en plus de données dans la littérature en chirurgie. Quand j'ai fait une recherche PubMed avec Surgery, j'ai trouvé plus de 5 millions d'articles. Et sur les 5 millions d'articles, vous voyez, il y a 228 000 études comparatives, etc., des revues, pratiquement 500 000 revues de la littérature. Et donc, cette masse de données, c'est difficile pour quelqu'un de lambda comme nous d'évaluer tout ça. Donc, ça a impliqué la mise en place de recommandations de pratique clinique depuis quelques années. Et quand on voit l'évolution des guidelines dans PubMed, toujours la même source, et on voit très bien que je ne sais pas s'il y a une demande accrue de guidelines ou s'il y a une proposition accrue de guidelines. Toujours est-il qu'au fil des 30 dernières années, on voit une augmentation significative du nombre de guidelines. On est pratiquement à 9 000 ou plus de 9 000 guidelines qui ont été publiées, toutes chirurgies confondues. Quand on voit la HAS, on en a parlé tout à l'heure, j'étais là, même si j'avais coupé ma caméra. Regardez ici, il y a pratiquement 1000 documents publiés par la HAS, que ce soit des évaluations technologiques ou bien des recommandations de pratique clinique dans les spécialités chirurgicales. Donc, il y a de quoi faire. Et vous voyez, par exemple, en chirurgie digestive, nous avons 90 documents. L'orthopédie, c'est celle où il y a le plus de documents, de recommandations pratiques, d'évaluations technologiques, de conférences de consensus, etc., etc. Près de 1000 données dans le site de la Haute Autorité de Santé. D'autres données, mais ça c'est théorique, enfin c'est qualitatif, ce n'est pas du tout chiffré, c'est que le bénéfice qui est attendu, le bénéfice théorique attendu des recommandations de pratique clinique, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Et ces recommandations de pratique clinique sont dans la majorité des cas fondées sur l'EBM, donc le niveau de preuve, comme on en parlait, etc. Elles sont donc tributaires de l'EBM, c'est-à-dire, vous connaissez l'adage, garbage in, garbage out, c'est-à-dire si on a de mauvaises études, ben on sort peut-être de mauvaises recommandations. Et donc ça, c'est le biais un peu des recommandations qui sont fondées sur l'EBM, à tel point que les anesthésistes que nous aimons bien au quotidien font des recommandations qui sont des recommandations formalisées d'experts, c'est-à-dire qu'ils annoncent carrément d'emblée la couleur. Ce sont des recommandations formalisées d'experts avec un peu de BM, mais dans bon nombre de cas, ils demandent aux experts ce qu'ils pensent de certaines attitudes, etc. Donc, ce sont des recommandations formalisées d'experts, non pas des recommandations uniquement basées sur le BM. Et vous savez très bien ce qu'un expert, qui n'est après tout qu'un être humain, il peut se tromper. Donc, je vais vous donner maintenant le constat, quelques exemples. Et là, un exemple que j'ai vécu moi-même, parce que j'étais responsable de la commission d'évaluation de la SFCD, avec des recommandations que nous avons publiées. J'ai fait l'expérience de ce type de situation, des recommandations qui sont contradictoires. Là, vous voyez deux recommandations sur la cure des hernies de laine. À gauche, les recommandations de la Société française de chirurgie digestive qui disent que les données actuelles ne permettent pas de recommander la voie laparoscopique comme une alternative de première intention à la voie ouverte. Donc, ils sont plutôt en faveur de la voie ouverte, sachant qu'il faut une expérience, etc.
les sociétés de chirurgie laparoscopique qui sont à la SFC et la SFCE à ce moment-là, en 2006, je crois, recommandent en revanche le contraire. Ils recommandent la chirurgie des hernies par laparoscopie moyennant une expertise. Donc, vous voyez, avec les mêmes données, nous avons deux recommandations opposées et ça rejoint un peu ce que vous a dit Joseph, etc., sur le problème des recommandations qui sont contradictoires. Toujours dans le cadre des hernies, ça c'est un papier que j'ai publié dans le journal de chirurgie viscérale, où j'ai fait le PMSI. En 2003, c'est-à-dire 3 ans avant les recommandations, 29% des hernies sont opérées par laparoscopie. 2006, recommandation de la SFCD. 2 ans après, 31% sont opérés par laparoscopie. Donc, vous voyez que les chirurgiens n'ont absolument pas suivi les recommandations de la Société française des chirurgies digestives qui disait qu'il faut plutôt opérer par voie ouverte les hernies. C'est la vraie vie. Et donc, à tel point que j'ai fait un papier sur les fossés entre les recommandations factuelles fondées sur le BM et les pratiques chirurgicales au quotidien qui sont illustrées par notamment la chirurgie de la hernie, mais il y a aussi la chirurgie de l'appendicite, etc., etc. La réponse de mon ami Alain Valverde a été que la pratique chirurgicale a ses raisons que les recommandations de pratique clinique ignorent. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que dans la vraie vie, les situations que nous vivons ne correspondent pas, et j'y reviendrai, automatiquement à des recommandations de pratique clinique parce que ces recommandations sont fondées dans la majorité des cas sur des essais randomisés qui sélectionnent les patients, etc., etc. Et donc, dans la vraie vie, ce n'est absolument pas suivi. À tel point qu'un grand chercheur canadien a publié déjà il y a quelques années, vous voyez, il y a plus de 25 ans, un article dans lequel il donne son avis et il dit qu'il y a très peu de données probantes qui montrent que les recommandations de pratique clinique améliorent les résultats pour les patients. Pour lui, il ne faut plus faire de recommandations parce que, un, elles sont parfois de mauvaise qualité, deux, de toute manière, elles ne sont pas suivies. Donc, ça ne sert à rien de faire des recommandations de pratique clinique. Et ça rejoint un peu la discussion que vous avez eue tout à l'heure concernant l'avenir des recommandations, notamment de ce qu'a dit Joseph. Donc, la situation, c'était donc au début 2006, 2008, etc. Et maintenant, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que, à force de faire des recommandations, les chirurgiens les suivent un peu? 2020, un article de mon ami Jean-Marc Jimbaud qui a montré dans un essai randomisé publié dans une excellente revue qu'il ne fallait pas maintenir l'antibiothérapie après une cholécystectomie pour cholécystite aiguë, que ce n'était pas utile de maintenir une antibiothérapie post-opératoire. L'antibiothérapie préopératoire et péropératoire étaient suffisantes. 64% des chirurgiens interrogés après la publication de son étude continuaient à faire une antibiothérapie post-opératoire. Deuxième exemple, ce sont les recommandations de gynécologie pour le cancer de l'ovaire. Dans les services experts, grands CHU, grandes cliniques, etc., 44% des chirurgiens de ces grands centres experts ont suivi les recommandations de la Société de chirurgie gynécologique. Ceci est rejoint pour d'autres situations. Vous voyez la cholangiographie, j'y reviendrai, et le traitement néoadjuvant pour cancer du rectum. Et vous voyez que même en 2020 et 2021, eh bien, on est dans la même situation qu'il y a à peu près 20 ans. La cholangiographie dont a parlé Hubert, qu'il a bien discuté, est-ce qu'il faut faire une cholangiographie? Là, c'est l'état des lieux. En Australie, 80% des chirurgiens font une cholangiographie péropératoire. Une enquête mondiale a montré que 20 à 30% des chirurgiens font une cholangiographie péropératoire, que ce soit pour lithiase ou pour plaie de la voie biliaire principale. Et quand on voit donc cette étude qui a été publiée en 2021, il y a quelques semaines, on voit que le taux de cholangiographie péropératoire
ne cesse d'augmenter, peut-être pas de manière très significative, toujours est-il qu'il est croissant. Alors que les plaies de la voie biliaire principale n'ont pas diminué par la pratique de la cholangiographie péropératoire. En fait, j'ai fait une lettre pour critiquer cet article. En fait, la cholangiographie péropératoire peut être utilisée de deux manières différentes, soit au début pour prévenir la plaie de la voie biliaire principale, soit une fois qu'on a fait la plaie pour la confirmer ou on a en cas de doute, etc. Donc vous imaginez très bien qu'il est très difficile sur ces données-là de savoir quel type de cholangiographie a été faite. Mais toujours est-il que 80% des chirurgiens en Australie continuent à faire des cholangiographies péropératoires malgré les recommandations internationales qui disent qu'il n'est pas nécessaire de la faire de manière systématique, mais seulement chez des patients sélectionnés, éventuellement en cas de doute sur la plaie de la voie biliaire principale. Alors les solutions, carotte ou bâton. Est-ce que les sociétés savantes doivent utiliser un bâton pour dire il faut ou bien il ne faut pas faire telle chirurgie ou telle indication, etc. Il faut éviter le bâton. Parce que de toute manière, ça ne marchera pas. L'un des freins de mise en place des recommandations, même si elles sont bien fondées, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Et les chirurgiens sont champions dans le domaine de la résistance au changement. J'aime bien cette phrase, la phrase la plus dangereuse dans la langue, française, anglaise, peu importe, j'ai toujours fait ainsi. Et donc les chirurgiens sont toujours résistants à tout ce qui est recommandations pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. J'ai toujours fait une cholangiographie, je reprends l'exemple de pourquoi vous me dites de ne plus la faire? Moi, je me sens mieux en faisant la cholangiographie péropératoire. Ça, c'est le premier frein de mise en place et d'impact des recommandations de pratique clinique. L'autre critique qu'on peut faire, c'est que, étant fondé sur des études randomisées qui datent parfois de quelques années, les recommandations sont anti-innovation. Et que les innovations viennent d'une idée lumineuse du chirurgien, qu'elles viennent de l'industrie, que le patient lui-même dit j'ai vu sur Facebook une telle technique, etc. Ou de la presse avec extraordinaire, on a fait un côlon, colectomie totale en ambulatoire, etc. Les recommandations sont fondées sur des données qui datent et donc ne prennent pas en compte l'innovation. Ça, j'aime bien ça. C'est quelqu'un qui vient avec une idée bonne et son patron, ou bien la structure, on va appeler la HAS, dit c'est vrai, c'est innovant, mais je ne peux pas retenir cette idée car elle n'a jamais été faite avant et n'est pas recommandée, elle n'a pas été évaluée. Donc vous voyez, le problème de ces recommandations, c'est que ça ne tient pas compte des innovations thérapeutiques. Et je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que les recommandations doivent être mises à jour de manière répétée tous les 3 à 5 ans selon le type de chirurgie ou selon le type de pathologie. Toujours pour parler des freins, les freins peuvent exister à 3 niveaux, au niveau de nous, hein, les praticiens, au niveau du patient et au niveau du système de santé. Le praticien peut dire je ne suis pas au courant. Ça a été publié dans une revue ou dans un site internet que je ne visite pas ou que je ne lis pas, etc. Je ne comprends pas ces recommandations. Elles sont floues, c'est un pavé de 100 pages, c'est insupportable. Ou bien je ne suis pas d'accord avec ces recommandations. Les autres freins peuvent être liés au patient. Le patient, comme on l'a dit, que les recommandations sont fondées sur les essais randomisés, le patient peut être diabétique, etc., alors que les essais randomisés n'ont pas concerné de patients diabétiques. Le patient peut avoir des préférences qui ne correspondent pas aux recommandations. On donne un exemple très simple, la chirurgie du bas rectum. La recommandation, c'est de faire l'anastomose basse en cas de tiers moyen, colo-anal, éventuellement direct ou avec un réservoir, peu importe. Mais le patient peut dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère que vous me fassiez une colostomie, que j'appareille bien, plutôt que d'aller 10 fois aux toilettes. » Il peut ne pas adhérer à la recommandation, vous me racontez des histoires, etc. Et enfin, le système, désaccord entre les recommandations. Je vous ai donné un exemple des hernies. Applicabilité limitée des recommandations lorsqu'elles sont très spécifiques. Et absence de moyens, on peut dire utiliser tel système ou telle suture mécanique, etc. Et ben, dans un centre, il n'y a pas cette suture mécanique.
Donc, vous voyez, ce sont les freins pour la mise en place des recommandations. Alors, les solutions à ces freins, c'est améliorer la diffusion, améliorer la lisibilité. Il faut que ce soit des recommandations succinctes, simples, bien lisibles, adapter et convaincre d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de faire des grands messes, etc. Un simple coup de fil avec un copain, discuter, etc., et tout, pour améliorer un peu, lever ses freins au niveau du chirurgien. Au niveau du patient, il faut inclure dans ces recommandations les diverses situations pathologiques, essayer d'y répondre avec un niveau de preuve plus ou moins élevé. Et il faut utiliser ce qu'on appelle la décision médicale partagée et respecter, si on n'a pas peur que la décision du patient soit complètement débile, la décision médicale partagée avec un échange entre le chirurgien et le médecin. Et enfin, au niveau du système, il faut harmoniser les recommandations. Il ne s'agit pas d'avoir 3-4 recommandations qui sont contradictoires. Inclure le contexte, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tenir compte des moyens dont dispose le chirurgien pour travailler, etc. Et lui donner éventuellement les moyens d'appliquer les recommandations lorsqu'elles sont fondées. Les solutions, c'est aussi, on en a parlé en termes de méthodologie, il faut utiliser le système GRADE qui tient compte aussi bien de la qualité de la preuve que de la force de la recommandation, avec 1, etc. Ça rend plus clair l'utilisation. Il faut surtout expliquer aux praticiens que la recommandation n'est pas la Bible et qu'elle dépend du niveau de preuve ou de la force à laquelle elle est associée. Et ça, je crois que les chirurgiens n'ont pas intégré cet aspect-là. Quand une société savante dit il est faiblement recommandé d'eux, pour eux, ils ne lisent pas faiblement, ils lisent recommandé. Et ça, c'est un manque de communication au niveau des sociétés savantes. Et utiliser un système de grades qui tienne compte des moyens dans la vraie vie, des moyens de chirurgie, des moyens d'anesthésie, etc. Il faut améliorer aussi la conception. Il y a différentes méthodes pour améliorer la conception et la mise en place des recommandations. Je ne détaillerai pas cela, mais surtout, publier des recommandations ne suffit pas. Le nombre des recommandations qui ont été publiées, on croit que les gens lisent ces recommandations, les comprennent, etc. Ça ne suffit absolument pas. Il faut passer au-delà de la simple publication des recommandations, qu'elles soient informatiques ou dans les revues scientifiques. Donc, améliorer la qualité, j'en ai parlé. Il faut surtout associer comme solution les soignants, les patients et les institutions. Il faut que ce soit un groupe large dans le domaine qui est intéressé par la recommandation. Il faut les simplifier. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'abscon. Il faut adapter les recommandations aux différentes situations cliniques, je vous en ai parlé. Il faut les mettre à jour de manière régulière, je vous en ai parlé. Et maintenant, il faut savoir aussi utiliser les moyens de communication modernes. Les smartphones, les applis santé. Il y a eu 2 ou 3 études qui ont montré que si on intègre les recommandations dans les moyens de décision médicale ou chirurgicale dans certaines applis santé, eh bien, on améliore l'impact des recommandations et l'adhésion à ces recommandations. L'exemple est la thromboprophylaxie, là, le cancer de la thyroïde, etc. Il y a d'autres exemples. Peut-être qu'en utilisant ces moyens-là, bien sûr, avec tous les bémols que je vous ai cités, on pourra aboutir à une meilleure mise en place des recommandations de pratique clinique. Merci de votre attention et j'espère que ça sera le paradis plutôt que l'enfer. Merci beaucoup, Karem. Tu nous as fait une récapitulation pleine de bon sens. Est-ce que vous avez... Patrice Bayet. Karem, je voudrais te poser une question. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de voir des éléments du DU de cœlioscopie gynécologique à Clermont-Ferrand. Et j'ai été surpris parce qu'il est recommandé de poser le premier trocar direct. Direct, c'est-à-dire, oui, open ou sans pneumopéritoine? Sans pneumo. Sans pneumo, oui, certains gynécologues le font. Et d'ailleurs, dans les recommandations de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive concernant la création du pneumopéritoine, ce n'est absolument pas recommandé.
Alors justement, pourquoi y a-t-il une telle différence? On est d'accord. Parce que ça, c'est cette création du plomo-péritoine avec un trocar simple, sans plomo-péritoine, repose sur une étude randomisée qui a montré qu'il n'avait pas de plus, qu'il n'avait pas plus de plaies digestives. Ça rejoint un peu le niveau A qui repose sur un essai randomisé. Les experts gynécologues ont considéré que c'était faisable. Ah ouais. Et il est dit qu'il y en a moins avec le trocar direct. Tout à fait, tout à fait. Mais ça repose sur une étude. Oui, merci Karim pour tes messages. Ce qui manque en fait, c'est aussi les critiques de recommandations d'une à l'autre. Je pense particulièrement à la prévention, à la thrombophylaxie en chirurgie bariatrique. Il y a 3 types de recommandations, 3 sociétés savantes, qui n'apportent pas les mêmes conclusions. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand les experts ou ceux qui font les recommandations, ils se positionnent par rapport aux autres en disant, ben voilà, nous, on n'est pas d'accord sur ce point-là avec ce qui a été publié pour telle raison, soit méthodologique, soit application pratique, soit etc. Or, et quand on est dans son bloc et qu'on s'intéresse à la question et qu'on voit qu'il y a 3 types de recommandations, on aimerait bien comprendre finalement quelle serait la meilleure. Allô, vous m'entendez? Ça rejoint à ce qu'on fasse le travail que tu as fait pour la lithiase biliaire. C'est tout, ça revient à ça. Mais je suis d'accord que le problème des recommandations en fonction des pays ou même dans un même pays, c'est que chacun est dans sa bulle. Je ne parle pas, là en l'occurrence, ce sujet de thromboprophylaxie, je ne parle même pas des conflits d'intérêts par rapport aux anticoagulants. Donc je suis d'accord, c'est un état de fait, mais il faut que les sociétés savantes chirurgicales bariatriques fassent le point sur ça, disent nous avons 3 recommandations et fassent elles-mêmes la conclusion ou bien la synthèse de ces recommandations-là qui sont parfois contradictoires. C'est un peu le rôle de la société savante. Oui, c'est vrai, mais en pratique, c'est vrai qu'elle gagnerait à le faire, mais elle ne le fait pas et ça laisse les praticiens un peu dans... Je suis d'accord, tout à fait. Oui, Karim Philippe Bray. Oui. Je voudrais savoir ce que tu penses du problème suivant. Est-ce que tu penses que les recommandations, lorsqu'elles sont édictées avec une vision de santé publique, peuvent être totalement différentes des recommandations dont on a l'habitude quand on évalue nos pratiques? Je te rappelle que nous avions fait à la FCVD une grande journée sur les plaies des gros vaisseaux et j'avais fait ici même une communication expliquant pourquoi il ne me semblait pas souhaitable, si on regardait le problème dans une optique de santé publique, de recommander de faire des laparoscopies pour la cure d'hernie inguinale, dans la mesure où le nombre de morts annuels, fondé sur ce qu'on avait évalué de plaies potentielles des gros vaisseaux, était trop importante pour une pathologie aussi bénigne. Donc, en résumé, ma question, c'est quand on cherche à voir les choses en termes de santé publique, ben on dit le nombre de décès est inacceptable pour une pathologie bénigne en termes de santé publique, c'est-à-dire 15 plaies des gros vaisseaux par an pour 60 000 hernies, laparoscopiques. Mais en termes de progrès de la chirurgie, en termes d'évolution technologique, en termes d'enseignement et en termes de recommandation de notre exercice, il paraîtrait plus souhaitable de faire la conclusion inverse et la recommandation inverse. Il faut néanmoins se positionner, c'est-à-dire dire, non, pas se positionner, mais argumenter. Laisser le praticien prendre sa propre décision en quelque sorte avec le malade. C'est-à-dire, là, c'est un excellent exemple. L'exemple aussi de la plaie de la voie biliaire principale aussi, il est excellent. Alors, on dit dans la recommandation, vous avez un risque de plaie vasculaire comme la série des Américains, trop important, ça peut tuer des gens, donc ne faites pas la célioscopie. Mais parallèlement, entre des mains expertes, ce risque semble être faible.
le bénéfice de la chirurgie cœlioscopique maintenant est validé par certaines études, c'est une option. Et le praticien doit exposer au malade. On n'est pas obligé d'aller au-delà. Le praticien doit exposer au patient les différentes options. C'est un travail que je vais commencer à faire au niveau de la HAS, c'est-à-dire les décisions médicales partagées. On va faire des fiches, notamment des fiches de hernie, avec les avantages et les inconvénients des différentes options, après avoir énuméré les options thérapeutiques. Et donc, il lui dit, voilà, il lui donne la fiche, il lui explique, il lui dit, voilà les deux options. Et le malade peut choisir. Et je pense que c'est l'avenir, ça. C'est que si on n'a pas de réponse claire, que ce soit en termes de santé publique ou en termes d'études randomisées ou en termes de bénéfices individuels, si on n'a pas de réponse claire, ben à ce moment-là, il faut expliquer ça au malade et le malade doit décider avec nous. J'ai répondu. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Très tard. Nous sommes désolés d'avoir été si long, mais le sujet en valait la peine. Ça a été une réflexion extrêmement fructueuse sur comment faire quand on ne sait pas. Merci à tous. Merci.